Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer avec Valérie Paradis, PEPH à l'hôpital Beaujon, cet atelier sur reste-t-il des indications à la biopsie hépatique. On va vous présenter des cas vrais, des cas de vécu. Rien n'est mieux que le vécu. Et on va très vite entrer dans le vif du sujet avec Valérie. Alors bonjour à tous. D'abord, j'ai été très intéressée, heureuse de préparer cet atelier. Et juste pour vous dire comment on a travaillé, Denis a sélectionné des cas de patients qu'il voyait à sa consultation, qui sont envoyés à son anapathe local, qui m'a permis d'aller voir les lames sur un système d'analyse, un système virtuel d'image, et j'ai fait mes diagnostics, pris les photos, on a confronté nos diagnostics et on est très concordants, donc on était en plus de ça satisfaits. Et c'est effectivement un topo qui va vraiment être basé sur des cas de la vraie vie. Alors nos objectifs pédagogiques sont au nombre de 3. Connaître les indications actuelles et les limites de la biopsie hépatique, connaître les critères de qualité de la biopsie hépatique et savoir dans quel cas les tests non invasifs peuvent se substituer à cette biopsie hépatique. Donc nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Juste pour vous rappeler que la biopsie hépatique peut être réalisée par différentes voies d'abord. Les principales, bien entendu, c'est percutané par voie intercostale ou alors par voie transjugulaire. On a mis par voie laparoscopique. Il m'arrive effectivement de recevoir quelques biopsies quand les chirurgiens opèrent des patients pour d'autres pathologies, en particulier du pancréas, et on fait une biopsie hépatique, mais c'est un voie d'abord qui est tout à fait maintenant limitée. Les critères de qualité, dans l'idéal, bien sûr, plus la biopsie sera longue, plus on aura de tissus à examiner, donc notre reproductibilité n'en sera que meilleure. Donc je vous ai mis ici ce qui est classiquement dit dans la littérature, c'est au moins 20 mm avec plus de 10 espaces portes. Bien entendu, si vous avez une cirrhose, comme le parenchyme est complètement désorganisé, vous ne pouvez plus compter les espaces portes. Donc ce critère tombe. Les aiguilles par voie percutanée sont dans l'idéal de 16 gauges. Et vous avez ici différents types de prélèvements que l'on peut observer et recevoir. Un prélèvement bien linéaire en une fois, plusieurs fragments, des fragments plus petits. Puis dans certains nombres de cas, et en particulier chez les patients qui ont une cirrhose, et souvent dans les prélèvements par voie transjugulaire, on a des prélèvements qui sont comme ça dissociés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas du tout de bonne qualité. Le fait de cette dissociation peut également témoigner de critères particuliers. Je voudrais vous rappeler que, bien entendu, la biopsie hépatique est un tout petit fragment qui va ne représenter qu'une faible partie du parenchyme hépatique, 1 sur 50 millième environ. Et alors, quels sont les objectifs de l'anapathe face à cette biopsie ? 1. Établir un bilan des lésions tissulaires hépatiques, apprécier la sévérité de la maladie et orienter, quand c'est nécessaire, vers une étiologie particulière. Et donc, quand on est face ou les indications actuelles de la biopsie hépatique, il va y avoir 2 grands cadres. Soit le patient a déjà un facteur de risque d'hépatopathie connu, soit il n'y a pas du tout de facteur de risque d'hépatopathie connu. Et effectivement, l'analyse va être tout à fait différente dans ces 2 conditions. Pour la première, où on connaît le facteur de risque d'hépatopathie, on va illustrer ces 3 grandes pathologies, hépatite virale B et C. L'indication de la biopsie, c'est non, sauf le plus souvent 6 facteurs de comorbidité. On peut atténuer entre B et C, et Denis reviendra sûrement là-dessus. Les stéatopathie métabolique, oui, et essentiellement si le patient est à risque de développer une maladie sévère, c'est-à-dire une fibrose extensive. Et dans le cadre de la maladie alcoolique, oui, pour rechercher une hépatite alcoolique aiguë. Dans le cadre où il n'y a pas de facteur de risque d'hépatopathie connu, eh bien, l'anapathe va faire le bilan des lésions et puis il va essayer de retrouver des petits éléments et des petits signes élémentaires qui vont permettre d'orienter vers une étiologie. Tout ça, ça va dépendre du type de lésion que l'on va observer, de la localisation dans le parenchyme hépatique, de l'importance des lésions. Quand c'est une pathologie inflammatoire, quel est le contingent inflammatoire qui prédomine? Est-ce qu'il y a une surcharge pigmentaire, etc. Ce sont les principaux éléments morphologiques que l'on recherche. Et pour arriver aux conditions techniques, je suis remonté, la recommandation elle est déjà ancienne, elle est de 99. Et comme vous pouvez le voir, bien évidemment, on va faire une biopsie hépatique par voie transpariétale. Il faut avoir des facteurs des tests de coagulation, TPTC à plaquette TS. Et vous connaissez tous la règle de 50-50.
TP supérieur à 50% et plaquettes supérieures à 50 000. Néanmoins, il faut être aussi intelligent. Quand il y a un trouble de la coagulation, à mon avis, il vaut mieux passer à la voie jugulaire qui est dénuée de risque. Donc on a cette voie-là qui est complètement sûre. Alors le repérage ou le guidage échographique qui a été défini depuis 1999 m'a beaucoup aidé, je dois dire, pour deux raisons. D'abord, un, il a réduit la morbidité de la PBF en réduisant les douleurs. Et deux, il a permis d'avoir finalement, par la visée, des prélèvements plus longs, plus importants. Et vraiment, la hantise du clinicien qui fait la PBF, c'est d'envoyer à l'anapathe, si possible, le prélèvement le plus abondant possible pour une lecture la plus sensible possible. Et en fait, il y a l'ambulatoire quand on le peut. On va rentrer dans le vif du sujet avec les cas. Et on va vous faire intervenir. J'espère que vous interviendrez. C'est un débat interactif. Alors ça, c'est le premier malade qui m'avait été adressé par son médecin traitant pour une élévation des alates. Alors comme vous pouvez le voir, pardon. J'espère qu'on peut venir en arrière. C'est pas évident. Après. En bas. C'est pas sûr avec ça. Voilà. Transaminase 131-244, donc cytolyse relativement importante, gamma GT à 190, ferritine à 2 fois la normale, hypertriglycéridémie, antécédent diabète de type 2, pas d'alcool, à l'examen physique une hypertension artérielle modérée, un IMC à 29,5, donc limite de l'obésité, 75 kg pour 1m65, une hépatomégalie à 2 travers de doigts. Les marqueurs viraux simples et les auto-anticorps étaient négatifs. Le fibroscan, alors qui a été réalisé chez cette patiente, et comme elle était un peu enrobée, il a quand même été relativement facile, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette population. 10 mesures et 9,3 et un IQR satisfaisant. Et l'échographie retrouvait un foie homogène. Donc, la première question que je vais vous poser, ça ne marche plus là. La première question que je vais vous poser, après vous avoir résumé l'histoire clinique, cytolyse hépatique, syndrome métabolique, hypertension, diabète, obésité, élasticité hépatique à 9,3, l'auriez-vous biopsié? Alors, pour ceux qui l'auraient biopsié, merci de lever la main. OK. 1, 2, 3, 4. La 5, va être au chômage. 6, 7. Ceux qui ne l'auraient pas biopsié, les autres. Donc une grande majorité ne l'auraient pas biopsié. OK. Donc j'ai fait partie. C'est avec ça. J'ai fait partie de la minorité qui l'aurait biopsié. Alors on va revoir un peu pourquoi, mais il y a une recommandation aujourd'hui de biopsier les patients avec NASH qui ont des critères de sévérité et en l'occurrence un fibroscan de plus de 8. Et on reverra après, on pourra rediscuter. Avant de rediscuter sur tout ça, je vais laisser la parole à Valérie, mais c'est la raison pour laquelle je vais biopsie. On va en reparler aussi. L'autre critère, c'est que, on le reverra un peu au long de cet exposé, c'est que dans la NASH, tous les marqueurs indirects n'ont pas la précision qu'ils ont dans d'autres pathologies. Donc, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, cette malade a été biopsiée et Valérie va vous montrer ce qui est. Et voilà. Et vous voyez que déjà, ça, c'est une coloration. La première coloration que vous verrez à chaque fois, c'est un picrosirius. C'est la coloration qui nous permet de bien évaluer l'architecture hépatique. Et donc, la fibrose. Et vous voyez déjà, c'est un assez faible grandissement. Vous allez reconnaître ici qu'il y a déjà plein de stéatoses. On s'y attendait. Mais elle a quand même une fibrose qui apparaît en rouge ici, qui est éportale et sinusoïdale, qui est tout à fait non négligeable, avec quelques septa fibreux. Sur la coloration par hématéinéosine, on voit qu'il y a un processus inflammatoire qui n'est pas négligeable, qui est essentiellement localisé dans les espaces portes. Bien entendu, vous voyez cette stéatose sévère qui intéresse environ 80% des cas, qui n'est, du coup, étant donné qu'elle est sévère, elle n'est plus systématisée, elle est pratiquement panlobulaire. Si on se rapproche, on voit que l'infiltré inflammatoire est quand même un peu agressif vis-à-vis de la lame bordante et qu'il y a aussi des foyers inflammatoires au sein du lobule hépatique. Et quand on se rapproche encore plus, on voit ces fameuses lésions de dystrophie hépatocellulaire avec des hépatocytes qui sont
pas toujours stéatosiques, mais qui sont ballonisés de très grande taille, dans la définition plus de 2 fois la taille d'un hépatocyte normal, et qui comprennent des condensations des filaments du cytosquelette qu'on appelle les Coriolanum-Mallory. Autour de ces foyers de ballonisation, on va retrouver des nids inflammatoires. Donc, ce sont d'authentiques foyers de stéatohépatite, comme on pourrait les observer chez des patients qui ont une intoxication alcoolique. Et donc, le diagnostic sur cette biopsie, c'était bien entendu, ça rentrait dans le cadre d'une stéatopathie métabolique avec une fibrose septale extensive, une sténose marquée et des foyers de stéatohépatite. Alors, je voudrais juste vous rappeler que chez ces patients qui ont un syndrome métabolique et qui vont donc développer des lésions qui rentrent dans le spectre lésionnel des stéatopathies non alcooliques, eh bien, la majorité d'entre eux ont une stéatose comme seul facteur isolé, donc une lésion qui n'est pas grave en elle-même. Par contre, un certain nombre de patients vont pouvoir développer des lésions surajoutées qu'on vient de voir, d'inflammation, de dystrophie hépatocellulaire, des signes de souffrance hépatocellulaire. Et ces patients-là vont pouvoir évoluer vers une hépatopathie chronique fibrosante avec des lésions de fibrose qui vont s'étendre, qui vont arriver au stade de cirrhose. Et vous savez que la cirrhose fait le lit de différentes complications, dont carcinome hépatocellulaire. Juste une particularité que je voudrais souligner ici, c'est que dans le syndrome métabolique et les stéatopathies non alcooliques, il est maintenant bien décrit que ces patients peuvent développer des carcinomes hépatocellulaires avant le stade de cirrhose. Donc ici, je vous ai remis ce qu'il faut savoir de ces stéatopathies métaboliques. C'est une association de lésions élémentaires. La stéatose, c'est le marqueur. Les lésions d'inflammation et de souffrance sont les lésions d'activité, c'est le moteur qui va aller faire l'induction de la fibrogénèse et donc la fibrose qui est la conséquence de toutes ces lésions. Alors, vous avez dû entendre parler qu'il y a des scores, comme on a le métavir pour l'infection par le virus de l'hépatite B ou C. Eh bien, il y a un score qui a été décrit maintenant il y a plusieurs années, qui est le score NAS, qui est un score d'activité qu'on peut utiliser chez ces patients. Ce score NAS, qui a été initialement décrit par Elisabeth Brunt, prend en compte les trois types de lésions que je vous ai montrés, la stéatose, l'inflammation et la ballonisation. Et en fonction de ces scores semi-quantitatifs, vous arrivez à des diagnostics avec un diagnostic de stéatohépatite certain quand ce score est supérieur ou égal à 5. Ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est un score qui n'est pas du tout diagnostique, qui a été établi initialement pour des études cliniques et essentiellement pour suivre des patients qui étaient traités pour ce syndrome métabolique et ces lésions. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que c'est un score global et vous voyez qu'il prend en compte des lésions qui sont très très différentes, dont le marqueur, la stéatose, dont la stéatohépatite, qui est, elle, la lésion aggravante pour les stéatopathies métaboliques, et que cette stéatose a un poids très important. Donc, vous pouvez avoir des lésions, des patients avec des scores NAS élevés, seulement parce qu'ils ont beaucoup de stéatose. Alors, plus récemment, à Beaujon, et en particulier sous l'impulsion de Pierre Bedossa, on a établi un autre score qui, un peu à la façon du métavir, dissocie ces différents types de lésions que l'on peut observer. Donc, on va quantifier la stéatose de façon séparée, les lésions d'activité et la fibrose. C'est le SAF score qui a été publié en 2012 dans Hépatologie. Et vous voyez que on va parler ici de NASH quand on aura donc de la stéatose, mais également des lésions de ballonisation et d'inflammation. Le fait d'avoir que de la ballonisation ou que de l'inflammation, vous n'avez pas le droit de parler de NASH. Donc ce score aide beaucoup plus et a un impact dans le diagnostic histologique. Alors juste pour illustrer les différences entre le NAS et le SAF, vous avez à gauche un patient qui avait un NAS à 3, qui était donc classé borderline selon Brunt. Pourquoi? Parce que vous voyez, il a 3 de stéatose, il n'a pas de ballonisation, il n'a pas d'inflammation et il est borderline. Dans le score SAF, il est S3, A0, pas d'activité, il y avait un peu de fibrose F1, donc lui, c'est une
une stéatose isolée sans signe d'activité. Un NASH à 4, donc encore un borderline selon la classification de Brunt, eh bien ça va être un vrai NASH selon le score du SAF, parce qu'il aura qu'un de stéatose, mais il a de la ballonisation et de l'inflammation. Donc, c'est d'authentiques lésions de stéatohépatite. Et s'il y avait un traitement efficace, eh bien, c'est à ce type de patient qu'il faudrait le donner. Le deuxième point important que je voudrais vous rappeler, c'est que le score de fibrose qu'on utilise chez ces patients, c'est pas le score de Métavir. C'est un score dédié. C'est toujours l'équipe de Elisabeth Brunt et de Kleiner. Il est en 5 stades. 0, c'est foie normal. F1, c'est une fibrose qui démarre dans le centrolobule et qui peut concerner également les espaces portes. F2, c'est quand la fibrose touche ces deux régions. F3, des septa et F4, cirrhose. Le point que je voudrais vraiment souligner, c'est que un F3 selon Brunt, c'est la présence d'au moins un septa fibreux. Et dans le Métavir, ça correspond au F2. Donc il y a une dissociation entre ces deux stades. Donc quand vous voyez les comptes rendus, il faut bien faire attention à ce type d'erreur qui peut y avoir. Alors, juste pour compléter, vous savez tous que déjà, ces études ont montré que la mortalité de la maladie NAFLD, maladie de la stéatopathie, est plus importante que la population générale dans plusieurs études. Et surtout, le point important, je rappelle, cette maladie a été hypertendue et je l'envoyais vers le cardiologue, c'est que ces malades vont souvent mourir d'autre chose que du foie, le cœur en l'occurrence, ou les maladies cardiovasculaires, et il faut savoir les prendre en charge de façon multidisciplinaire. Alors, la chose hyper importante, comme l'a dit Valérie, c'est y a-t-il ou non, outre la fibrose, soit une inflammation, soit une fibrose, parce que la fibrose va faire tout le pronostic. Et ici, vous voyez que la stéatose hépatique pure, plus ou moins non spécifique inflammation, n'a pas une survie différente que la population générale. Mais par contre, dès qu'il y a de la fibrose, et c'est peut-être un peu pour ça l'indication quelque part de la biopsie, comme vous l'a montré Valérie, c'est de définir cette fibrose pour avoir d'emblée une idée du pronostic de la maladie et aussi savoir. La prise en charge, elle ne change pas, parce que dans tous les cas, il faut faire maigrir les patients, mais savoir quelle pression on doit mettre pour obtenir l'effet. D'autre part, et dans ma pratique, les patients sont très sensibilisés par une biopsie hépatique. Quand ils voient leur score de fibrose, on leur explique que leur maladie est quand même une maladie certaine, et ça, dans mon expérience à moi, ça aide quelque part dans la prise en charge, notamment dans l'obtention d'une perte de poids. Alors, juste pour vous dire, les recommandations là ont été celles de faire 2 tests, je ne fais pas de tests, mais surtout, en cas de fibrose, suspicion de fibrose sévère, comme dans cette observation, et c'est pour ça qu'elle a été biopsie, en cas d'élasticité de plus de 8, on a une suspicion de fibrose, et donc les recommandations aujourd'hui faites en 2014 recommandent pour ces malades une biopsie du foie. Et donc, le pourquoi aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit au départ, finalement, en matière de NASH, le test indirect qui a été le plus validé, c'est le FibroScan. Mais finalement, comme vous pouvez le voir ici, avec des aurochs qui ne sont pas très, très bons dans cette affection. Et quand ça a été comparé au marqueur sérique, c'est le FibroScan qui apparaît comme le meilleur examen. Et pour tous ceux qui ont fait des FibroScan ici ou qui ont un FibroScan d'exposition, vous savez tous que l'obésité pariétale, je viens de l'examen, il n'est pas facile d'avoir 10 mesures dans cette population. Et donc, il faut bien connaître aussi les limites que sont une cholestase intrahépatique, l'insuffisance cardiaque. Il faut, à mon sens, un opérateur expérimenté. Les critères de validité qu'il faut toujours regarder quand on regarde un examen de FibroScan, à savoir 10 mesures valides, un IQR sur médiane inférieur à 30, un taux de succès supérieur à 70%. Alors, je n'ai pas l'accent d'XL, mais il faut l'utiliser pour les gens supérieurs à 30, à un IMC 30 kg par mètre cube, et des valeurs d'IQR sur M qui sont ici, qui doivent être compris entre 10 et 30 pour une mesure fiable. Des critères importants d'analyse du FibroScan. En sachant que dans cette pathologie, il est souvent en retrait en raison de l'obésité pariétale et une difficulté d'obtenir des mesures fiables. Or, il est crucial pour le pronostic, pour la prise en charge, de savoir s'il existe ou non une fibrose significative. Je rappelle aussi sur cette scène déjà ancienne que les marqueurs indirects, c'est très bon
pour les malades F4, c'est très bon pour les malades F0, F1, mais au milieu, c'est là où on a le plus de problèmes. Comme un peu dans cette observation. Et pour rappeler les causes d'erreur du fibrotest que vous connaissez tous aussi en sémateur indirect, c'est l'hémolyse, le Gilbert, certains médicaments, le sepsis et les faux négatifs avec l'inflammation. Alors juste vous dire, cette biopsie permet de sensibiliser la malade à son traitement, et le traitement de la NASH aujourd'hui repose sur la perte de poids. C'est le traitement le mieux validé. Il y a des tas d'essais thérapeutiques avec des molécules nouvelles qui ont un coût absolument faramineux pour le futur, et là c'est en cours de... Et aucune molécule aujourd'hui, on est à la phase presque finale des essais cliniques, mais aucune molécule n'a fait preuve de son efficacité aujourd'hui. Et donc, pour le moment, on a le traitement, le meilleur traitement reste la perte pondérale. Et cette malade, donc dans le poids, je l'ai vue en juin 2016. J'ai réussi à la convaincre de suivre le régime le plus pauvre en féculents possible, le plus pauvre en sucre. Elle a perdu au départ 7 kilos, puis 8 kilos, 10% du poids. Ses transaminases se sont normalisées, la ferritine s'est normalisée, de même que la glycémie. Je l'ai envoyé au cardiologue. Et surtout, l'OMA, qui est un très bon test que je vous suggère de faire chez vos malades atteints de stéatopathie. C'est un très bon marqueur indirect d'insulinorésistance. C'est normalisé. Et juste pour vous dire que dans cette pléthore de médicaments actuels, vraiment, aujourd'hui, il a été démontré dans cette étude cubaine, ici, que perdre 10% du poids conduit à la résolution de la NASH dans 90% des cas et l'amélioration de la NAS de 2 points dans 100% des cas. Mais vous remarquerez ici que seulement 10% des patients de cette série de 293 malades ont perdu 10% du poids. Donc il est crucial d'obtenir cette perte de poids d'au moins 10% pour obtenir une résolution de la maladie. Tous les efforts doivent être mis là-dessus. Alors non seulement initialement, mais dans le suivi des malades, puisqu'il faut les revoir régulièrement, il y a du counseling, et essayer d'obtenir ce résultat, et je dirais de le garder. Est-ce que vous avez des questions sur cette observation ? Si tu lui avais dit je te revois dans 6 mois et maigrissait, et puis qu'elle avait normalisé cette transaminase, tu n'aurais pas fait de biopsie ? Alors, c'est vrai que c'est une stratégie, mais il n'est pas certain d'abord que j'aurais pu la revoir forcément dans 6 mois. Et je ne suis pas persuadé d'avoir obtenu un amaigrissement comme ça, en lui demandant de revenir dans 6 mois. Je crois que dans mon expérience actuelle de ces patients pris en charge depuis longtemps, c'est qu'il faut vraiment beaucoup d'efforts et de concentration pour obtenir l'amaigrissement. Et je crois qu'il faut qu'ils touchent du doigt un peu la gravité potentielle de leur maladie et le problème. Et il est vrai que je fais ça pour des malades qui ont un fibroscan à 5-6 et pour lesquels je suis certain d'avoir pas de fibrose. Et j'aurais tendance à suivre effectivement les recommandations pour leur demander de maigrir, voire même dans l'évaluation d'eux. Mais dès que j'ai le sentiment qu'il existe une fibrose significative, je fais une biopsie. Oui. Vous ne pensez pas que la valeur du fibroscan a pu être faussée par le taux de transaminase ? C'est vrai, c'est aussi un des arguments pour faire une biopsie du foie. Aussi, merci d'avoir remarqué ça. C'est vrai que souvent on dit que c'est supérieur à 5N, que ça commence à, mais c'est complètement vrai. Et pourquoi aussi ? C'est aussi dans l'explication que j'en ai donnée qu'en fait, les marqueurs indirects sont en cours d'évaluation tous. Et dans cette pathologie toute particulière, n'ont pas la précision qu'ils peuvent avoir dans d'autres pathologies, comme on le reverra. En attendant, elle a une fibrose extensive à F3 selon Brunt. Oui, donc déjà quelque chose de certain et d'important, confirmant un peu les données initiales. Oui, est-ce qu'il y a un intérêt de refaire une biopsie après une perte importante de poids, surtout chez les patients qui ont une NASH et F4, pour voir l'évolution de l'inflammation? Et ma question, est-ce qu'il y a une action sur le F4 ? Alors, en dehors d'essais thérapeutiques, je crois qu'il est clair que avoir une action sur le F4, dans l'étude là, je ne peux pas répondre parce que l'étude dont j'ai fait référence ici, c'est une étude chez patients non cirrhotiques. Et c'est l'une des rares études publiées, avec biopsie avant-après bien sûr, perte de 10 kilos, malade non cirrhotique. Mais il est clair qu'en dehors de protocole thérapeutique, refaire une biopsie à 1 an me paraît un petit peu
voilà, et que jusqu'alors, ce qui est par contre important pour moi, c'est de revoir les patients régulièrement pour être sûr que la perte de poids est maintenue, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que, en fait, dans la vraie vie, c'est je perds, je reprends, je perds, je reprends. Alors, comme il y a une chose qui marche très bien, c'est le taux des transaminases en dehors de ça. Quand les malades perdent 10%, ils normalisent les transaminases. Dès qu'ils reprennent, parfois c'est 1-2 kilos et ça remonte. Et ça nous permet un peu Alors, moi, j'ai pas le pessimisme ambiant qui fait dire qu'on peut pas faire maigrir les gens, que ça tient pas. Moi, je pense que ça dépend de la pertinence clinique, de la pression qu'on peut mettre gentiment auprès de ces patients et de la confiance qu'ils peuvent nous apporter. On arrive à faire des choses. Des fois, c'est compliqué, mais... Et alors, j'ai aussi apprécié que les essais thérapeutiques incluent uniquement les malades qui n'ont pas réussi à perdre 10% du poids. Oui, Pascal. Pardon. Oui, c'est OK. Donc, c'est un cas clinique extrêmement fréquent. Donc, la difficulté, c'est de savoir quand on décide de faire la TBH. Donc, il y a deux intérêts de la biopsie du foie, c'est la NASH, on a bien compris, mais aussi de savoir si les gens ils ont une cirrhose. Donc, nous, on essaye un peu de sélectionner les patients qui vont avoir une biopsie du foie par le cas clinique et par le fibroscan, avec l'écueil que les transaminases font monter un peu le chiffre de fibroscan. C'est un peu notre difficulté. Et là, par exemple, dans ce cas de F3, mais qui n'est pas le même F3 qu'avec Avir, est-ce qu'il faut le surveiller comme une cirrhose et auquel cas faire des échographies tous les 6 mois, ce qui engage quand même beaucoup de choses, ou est-ce que l'attitude pragmatique de beaucoup d'entre nous est quand même malgré tout de revoir les patients 6 mois après en essayant de les faire maigrir, et puis si au bout de 6 mois, 1 an, on n'y arrive pas, refaire un fibroscan avec des transits un petit peu plus bas, faire la biopsie du foie parce qu'on a un peu sélectionné les gens, pour ne pas passer à l'unité du diagnostic d'une cirrhose. Comme vous l'a dit Valérie, la chose importante en matière de NASH, c'est qu'on a montré que cette maladie pouvait évoluer vers le CHC indépendamment de l'existence d'une cirrhose. Autrement dit, une malade comme ça, de ce type F3, doit avoir finalement une échographie tous les 6 mois. Parce qu'on n'est plus dans le domaine, c'est cirrhose, CHC, surveillance tous les 6 mois. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment après, je crois qu'on n'en voudra à personne de faire maigrir les patients et puis de les revoir puis de refaire la biopsie. Mais encore une fois, dans la recommandation telle qu'elle a été faite par à la fois la FEF et la SNLGE, c'était réservé aux malades les moins sévères d'emblée avec des malades qui avaient un fibrotest de moins de 8, un fibroscan, pardon. Donc ça, c'est une recommandation. Maintenant, il est clair que l'attitude de faire maigrir le patient, de le revoir et de ne refaire la biopsie que se tient aussi. C'est quelque chose qu'on peut admettre et on conçoit vos réticences. Maintenant, le problème de la NASH, c'est que pour moi, l'examen le plus fiable de l'évolution de la fibrose reste la biopsie. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à aller assez vite à la biopsie et aussi pour obtenir l'effet thérapeutique. Parce que l'effet thérapeutique par maigrir les patients, c'est comme compliqué, mais je crois que ça, c'est vraiment compliqué. Et en fait, les patients doivent avoir une sensibilisation vis-à-vis de leurs problèmes de... Mais bien évidemment, où la situation de cirrhose est évidente, ou les choses, la biopsie n'a pas à être faite. Mais dans cette situation, ils ont une fibrose sévère. Et on n'avait pas d'argument forcément pour une cirrhose. Denis, moi j'avais une question. On fait, tu as dérapé d'ailleurs au niveau verbal, on fait régulièrement, nous, la confusion entre les patients qui sont diabétiques et les patients qui ont un syndrome métabolique. Est-ce que tu penses qu'on enlève le mot diabétique et on met un syndrome métabolique pur ou le patient n'est pas diabétique, tu aurais eu la même attitude? Est-ce qu'on doit avoir la même attitude ou est-ce que tu penses que les diabétiques, ça change quelque chose? Je pense que les anapathes nous disent, oui, effectivement, quand on biopsie un diabétique, ils voient des choses différentes. Mais quelle doit être notre attitude pratique? Parce qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, plus facilement un syndrome métabolique que les diabétiques selon les consultations de diabétos. Oui, mais moi je pense que, les diabétos devraient nous envoyer plus facilement les malades. Et pareil, les cardiologues, je ne vais pas montrer les observations. Je vois le malade après 4 ans avec des transats à 300, alors qu'il a vu déjà le diabétologue il y a 4 ans, et puis le cardiologue il y a 2 ans. Donc c'est clair que... Alors, de quelque manière on les prend? Moi je pense que ce qui est important, c'est le syndrome métabolique, bien le connaître et flasher là-dessus. C'est important, c'est l'OMA, c'est important le diabète, tout ça fait partie du syndrome métabolique. Et moi j'ai plutôt tendance à raisonner syndrome métabolique, et diabète, et cardiopathie, et tout ça, en disant que mes malades vont pas mourir du foie forcément, mais du cœur. Donc voilà. Et à l'inverse, je crois que si les cardiologues, si les diabétos ne les envoyaient plus vite, on pourrait faire des choses facilement. Mais voilà.
Ce qui est sûr, c'est que le diabète est un facteur impliqué dans le développement de la fibrose et la fibrogénèse, et c'est un facteur indépendant de risque de CHC chez ces patients-là. Donc le diabète est vraiment crucial. Oui, Allez, dernière question. C'est une question pour Valérie. On a donc deux stéatohépatites, alcooliques et non alcooliques, Ouais. dont l'histologie est parfois difficile à distinguer. Ouais. Or, dans Ils la boivent un peu. stéatohépatite non alcoolique, eh bien, le seuil pour penser à cirrhose, c'est le même que 12,5 kPa. Par contre, dans la stéatohépatite alcoolique, le seuil pour penser à cirrhose, F4, c'est un peu plus que 20. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Alors, je n'ai pas d'explication. En tout cas, ce que j'observe, c'est que les cirrhoses que font les patients dans le syndrome métabolique par rapport à l'alcool, ils ont beaucoup moins de fibrose que les autres. Même à un stade F4, il y aura moins de fibrose chez le métabolique et il a souvent un foie beaucoup plus volumineux, etc. Et en tout cas, voilà, c'est la constatation que j'ai et qui peut peut-être répondre à ta question. On va continuer. Alors, c'est bien, on est très interactif. On va essayer d'aller vite pour pouvoir développer l'interactivité. Ça, c'est une patiente de 59 ans que j'ai vue en avril 2016. C'était il y a un an, un peu plus d'un an. Pour une asthénie depuis un an par son médecin traitant. Et vous voyez ici une cytolyse très importante, plus de 12 fois la normale, une gamma-G à 190, une ferritine à 2 fois et demi la normale, pas d'alcool, à l'examen physique, pas de surpoids, un subictaire, une hépatomégalie assez ferme à 2 travers de doigts. J'ai fait le travail d'hépato que vous aurez tous fait, à savoir des tests simples, les sérologies virales, antigène HBS, anti-VHC négatives. J'ai fait des auto-anticorps qui vont répondre oui, avec des antimusculistes à 1280, un anti-actine positif. J'avais une VS à 12 à 120-140 et un taux d'immunoglobuline G à 45 grammes par litre. L'écho retrouvait un foie homogène. Même question que tout à l'heure, l'auriez-vous biopsié? Je rappelle, cytolyse à quinzaine, antimusculiste positif, élévation majeure des IgG. Qui biopse? Qui biopse pas? Waouh, grande majorité, bravo. Parce qu'au départ, moi j'avais répondu a priori oui, c'est pas sûr. Valérie a répondu a priori non. Et c'est vrai que je l'ai biopsié. Et c'est vrai que pour la confirmation du diagnostic que vous avez tous, et pour l'évaluation de la sévérité de la maladie, alors pour répondre, si jamais la majeure partie d'entre vous aurait répondu non, eh ben, je suis reparti à ASLD Guideline des 2010 pour, dans cette pathologie de la maladie que vous avez, je suppose, tous reconnue, la biopsie hépatique est indispensable pour le diagnostic et la thérapie. Alors voilà le prélèvement qu'on a reçu. Vous voyez une longue biopsie. Vous voyez, on repère très bien les espaces portes. Et déjà, on peut voir que les espaces portes sont élargis et que certains d'entre eux sont reliés par des septafibres. Donc on est face à une hépatopathie chronique fibrosante. Quand on va sur la coloration standard à l'hématéinéosine et qu'on focus sur un espace porte, il est très très inflammatoire. C'est toutes ces petites cellules. Il y a quelques canaux biliaires ici trappés. Cet infiltrant inflammatoire, il est actif vis-à-vis de la lame bordante, c'est-à-dire la première travée hépatocytaire au contact de l'espace porte. Et vous voyez qu'il y a plein d'éléments inflammatoires qui vont dissocier cette lame bordante avec des corps apoptotiques. Donc une activité périportale très importante. Quand on regarde un peu quels sont les éléments inflammatoires qui composent cet infiltrat, il y a énormément de plasmocytes. Donc c'est tout à fait un argument en faveur de l'origine de l'auto-immunité. Et à côté des lésions d'inflammation portale et d'activité périportale, il y avait énormément d'inflammation dans le lobule, de nécrose et même quelques foyers microgranulomateux. Donc on a retenu le diagnostic d'une hépatite chronique très active avec une fibrose septale. Si on utilisait en équivalent métavir, ce serait un A3F2 et des critères morphologiques qui étaient tout à fait, qui nous orientaient vers une origine auto-immune. Alors juste pour quels sont les éléments morphologiques qui nous orientent? En général, l'activité est souvent importante chez ces patients-là, avec une hépatite d'interface très importante. Et ces lésions d'activité et de nécrose peuvent être franchement très importantes, avec des foyers de nécrose en pont, c'est-à-dire de la nécrose entre des travées hépatocytaires entre un espace porte et une veine centrolobulaire, la richesse en plasmocytes dans l'infiltrat inflammatoire et des petits signes avec la présence d'hépatocytes multinucléés.
Alors là, bien évidemment, à cette malade, je n'ai pas fait ni fibroscan ni fibrotest eu égard à votre remarque de la hauteur de la cytolyse, puisqu'à plus de 15 ans de la normale, les tests sont un peu discordants. Alors juste qu'il n'y a aucune place pour les marqueurs sériques dans la littérature dans l'hépatite auto-immune. Par contre, pour le fibroscan, il peut avoir un intérêt pour la fibrose sévère. Et en fait, avec un cut-off pour le F4 de 16. Et bien évidemment, dans cette maladie, la biopsie fait partie du diagnostic, un diagnostic formel. Bon, la malade a été mise sous traitement par immunosuppresseur. En fait, c'était pas 14, c'est en 2014 j'ai vu cette patiente. Je l'ai revue régulièrement tous les 3 mois et je vous passe ça sur l'évolution. Elle a normalisé ses transaminases de façon stricte et permanente dans le temps, sa gamma GT, de même que la phosphatase alcaline. Je rappelle, comme vous l'a montré, et ça c'est important la biopsie parce qu'elle était à un score F2, donc elle n'avait pas réellement une cirrhose dans cette situation quand même flambante, importante, et souvent dans la maladie auto-immune du foie, dès comme une aiguille, dans mon expérience, on retrouve une cirrhose, donc cette malade avait là. Donc le diagnostic a été conforté aussi par l'évolution thérapeutique, sans à-coups, sans choses associées, et vos questions sont maintenant les bienvenues. Je pense vraiment que la biopsie ici est vraiment nécessaire, pas tellement à titre diagnostique. Que ce soit une hépatite de type 1, c'est comme le nez au milieu du visage. Mais la fibrose, c'est essentiel ici. C'est essentiel pour le traitement. Parce que j'ai une malade comme ceci, si la fibrose n'est pas extensive, s'il n'y a pas de cirrhose, je vais la traiter par budésonide. L'inverse, si la fibrose est extensive, je ne peux pas lui donner ce médicament. Je la traiterai par médrol, donc Solumédrol. Je crois que c'est important vraiment de faire cette différence. Et toujours est-il que c'est un cas vécu et je crois que le diagnostic, vraiment, chez cette malade ne fait pas de doute. Maintenant, il est vrai que dans la maladie auto-immune du foie, dès qu'il y a suspicion, pour ma part, je fais une biopsie. Parce que je pense que dans cette indication, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, c'est un cas vrai vécu, mais le diagnostic n'est pas toujours aussi facile. On n'a pas toujours les on n'a pas toujours les antimusculis, on n'a pas toujours ce tableau aussi évident. Et je crois que c'est important d'avoir, dans une suspicion de maladie auto-immune à visée cellulaire, d'avoir une biopsie du foie. Oui. Dans quelle situation refaites-vous une deuxième biopsie ? J'en fais pratiquement pas des deuxièmes biopsies. C'est là, à mon avis, sauf si. Dans la situation où j'ai pas compris, quand il y a un truc qui se passe pas bien, c'est le seul indication à refaire des biopsies. Mais avec toute cette richesse de marqueurs indirects que l'on a, il est vrai qu'autant que faire se peut aujourd'hui, j'essaie d'avoir en même temps des marqueurs indirects de base et une biopsie et suivre mes malades essentiellement par les marqueurs indirects. Mais il est vrai que la deuxième biopsie n'est faite que quand l'évolution déraille, malgré une première biopsie qui n'apporte pas les informations suffisantes, il m'est arrivé de refaire là. Ce que j'avais appris de mon maître Trépeau dans mon passage à Lyon, de l'intérêt de la biopsie, c'est de dire quand tu n'as vraiment pas compris, mets une aiguille dans le foie et tu auras peut-être des chances de comprendre. Et si au bout de 3, 4, 5 ans, elle demande à arrêter l'Immurel, est-ce que vous refaites une biopsie ? Alors ça, c'est la recommandation, bien évidemment. Merci d'y insister. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut arrêter l'immunosuppression que lorsqu'on a fait une deuxième biopsie. Il m'est arrivé de proposer la biopsie aux patients, bien sûr. Alors, de dire qu'à chaque fois qu'on fait une biopsie, c'est quand même une proposition au patient après l'avoir informé des risques, des choses, et ça doit être un consentement éclairé. Et quand il m'est arrivé, quand la recommandation a été tu fais une biopsie, faire une biopsie avant d'arrêter, les malades en général refusent, sont pas très enclins. Je me suis retourné vers Saint-Antoine de leur expérience. Dans l'expérience de Saint-Antoine, de l'hôpital Saint-Antoine, une grosse expérience des maladies auto-immunes du foie. Dans leur expérience, ils ont réussi à arrêter dans 5 à 10% des cas, c'est-à-dire dans des cas extrêmement rares. Donc pour ma part, j'ai tendance à considérer que le traitement immunosuppresseur à toute petite dose est bien et je n'ai pas tendance à refaire d'une biopsie pour arrêter. Mais la recommandation est, si tu souhaites arrêter, il faut refaire une biopsie avec absence de tout signe d'activité avant d'arrêter. On va passer. Allez, on avance parce que... Alors le cas suivant est un cas qui m'avait été adressé pour une cholestase anictérique. Et aussi, une cholestase anictérique. Non, elle m'avait consulté en fait pour des adénopathies d'huile. On découvre une cholestase anictérique. Elle a des phosphatases alcaline gamma GT, une cytolyse discrète, pas d'alcool, un examen normal, les marqueurs négatifs. Et je refais mon travail des tests d'auto-immunité qui vont trouver des antimitochondries positifs de type M2.
une VS comme ça, des IgM un peu élevés, un foie homogène, et là, dans cette situation de cholestase, je fais un fibroscan qui va montrer 8,5 avec un fibroscan qui semble fiable. Et la question est toujours la même. Merci d'y répondre. L'aurez-vous biopsié? Je résume. Cholestase anictérique, antimitochondrie positive et une élasticité hépatique à 8,5. Qui l'aurait biopsié? Qui ne l'aurait pas biopsié? Bon, à peu près la même chose. On peut dire que les deux auraient eu quelque part raison, mais on l'a biopsié. Puisqu'on est là. Puisqu'on est là, dit Valérie. Alors, toujours, Picrocirius, vous voyez, là je vous ai mis à peu près l'ensemble de la carotte, des beaux prélèvements, il y a un autre fragment également, et on voit qu'il y a encore trop de rouge, donc il y a trop de fibrose, que les espaces portes sont également tous, pour la plupart, élargis, avec également la présence de quelques septa fibreux interportaux. On est encore devant un processus inflammatoire portal qui est significatif, avec un peu d'activité périportale. Et puis, quand on observait et qu'on recherchait les canaux biliaires interlobulaires, on ne les voyait pas toujours, mais quand on les voyait, ils étaient noyés dans l'infiltrat inflammatoire avec quelques images de cholangite lymphocytaire. Ici, pour vous montrer que même si l'espace porte n'est pas si inflammatoire que ça, l'infiltrat inflammatoire ne reste pas cantonné à l'espace porte, mais il y a quand même des lésions d'hépatite interface qui sont significatives. À nouveau un espace porte, des lésions de cholangite lymphocytaire, un peu d'hépatite lobulaire. Donc le diagnostic est celui d'une cholangite destructrice non suppurée, avec une ductopénie, on compte le nombre d'espaces portes qui n'ont pas de canal biliaire interlobulaire, une fibrose extensive, qui était donc tout à fait compatible avec une CBP. Quand on prend la classification de Scheuer, c'était un stade 3. Et au staff anatomoclinique, j'aurais alerté le clinicien en lui disant « Attention, il y a quand même pas mal d'hépatite lobulaire et périportale. Est-ce que ça pourrait entrer dans le cadre d'un syndrome de chevauchement ?» Je voulais juste vous situer la chose importante à mon sens pour la nomenclature de la cirrhose biliaire primitive qu'on devrait maintenant peut-être changer de nom. Ça vient je vais y arriver, d'un consensus des pathologues, de patients qui se sont réunis et qui, dans l'objectif de changer ce terme de cirrhose biliaire primitive, qui apporte une connotation très importante pour les patients qui ont ce type de pathologie. Donc, vous voyez que les questions qui avaient été posées, et les réponses, le nom de la cirrhose biliaire primitive doit être changé, ce qui avait été déjà proposé par Sheila Sherlock en 1959, que par contre on garde l'acronyme PBC qui est bien connu et qu'il faut utiliser maintenant un terme plus utile et qui est de cholangite biliaire primitive. Voilà, alors ceux qui n'auraient pas biopsié auraient raison selon le consensus de l'ASL de dire que la PBF est non nécessaire si cholestase biologique et antimitochondrie. À l'inverse, dans la même année, la ASD, vous dire comment sont les recommandations, a dit qu'il fallait faire une biopsie et bien évidemment retenir 2 des critères. Cette malade avait les 3 critères, mais 2 des critères. Donc voilà. Et alors, il a été... Alors, il faut retenir ici que c'est dans la CBP, là, avec les travaux de Corpechot, que le fibroscan a été relativement bien validé en termes d'OROC et surtout pour les F4. Et donc, et les marqueurs sériques aussi, et aussi tous les 2 dans l'évolution. Voilà. Et alors, comme vous l'a montré Valérie, c'est sûr qu'il y a une chose très importante en matière de CBP, c'est savoir ou non, et vous allez vous voir pourquoi, s'il y a ou non syndrome de chevauchement. Et on peut avoir aujourd'hui un diagnostic simultané, des signes concomitants, comme dans cette observation, et parfois un diagnostic simultané, sauf qu'ici, il y avait juste un télépathique d'interface, mais il n'y avait pas des transaminases A5N et des AML, donc l'histoire n'est pas toujours aussi simple. Alors, je voulais montrer parce que vraiment, d'abord, j'étais content de faire la biopsie, parce que mon anapathe a retrouvé, tout comme l'a montré Valérie, ce syndrome de chevauchement possible. Et donc, face à ça, j'ai commencé à traiter la malade par le traitement le plus simple, le plus simple recommandé, c'est la UDC. Bien sûr, la UDC à 1 gramme par litre.
Et j'ai demandé, non pas comme je suis habituellement pour le CVP, de la revoir au bout de 3 mois, de la revoir un peu plus tôt. Il se trouve que je l'ai revu juste avant cette présentation, parce que je l'ai revu il y a quelques jours. Et en fait, voici son évolution biologique. Comme vous pouvez le voir, elle a bien marché sur la cholestase, mais beaucoup moins sur la cytolyse. Et ça va être là ma question à vous, puisque vous partagez avec moi cette observation entièrement. Après la deuxième consultation, auriez-vous poursuivi la UDC ou AUDC plus immunosuppresseur dès lors? Qui aurait continué la UDC seul? S'il vous plaît, merci de voter. Pas beaucoup. Qui aurait rajouté l'immunosuppresseur? La totalité. Ben, écoutez, vous êtes des activistes, c'est beau, c'est bien. Moi, ce que j'ai fait, j'étais intermédiaire, je lui ai donné encore 1 mois et demi avant de me lancer dans une immunosuppression, qui est quand même une immunosuppression à vie. Alors d'ailleurs, c'est dommage parce que si je ne l'avais pas vu avant, j'aurais peut-être attendu la décision ici collective pour là, mais ce que je trouve, c'est que dans mon expérience aussi, il faut donner une chance à l'acide urso, parce que c'est quand même le traitement le plus simple. Un traitement immunosuppresseur, c'est quand même un traitement à vie et un traitement compliqué. Là, on est dans une observation compliquée. On peut se féliciter d'avoir fait la biopsie du foie. Et ce que j'ai dit à la malade, c'est que de cette biopsie du foie, son traitement sera facilité. Parce qu'il est clair que si à 3 mois, la cytolyse n'a pas bougé, je rappelle à tous que l'acide urso-désoxycholide dans la CVP est très lentement progressif dans son action. Ce n'est pas une action immédiate. Je rappelle aussi que cette patiente, aussi c'est l'intérêt de la biopsie, n'avait pas des signes de gravité extrêmes sur la biopsie en termes de fibrose, F2, F3. C'était donc voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est notre pratique de tous les jours. Et il est vrai qu'à 3 mois, si elle n'avait pas évolué mieux sur ces transaminases, j'aurais tendance à rajouter un traitement immunosuppresseur, sous d'autant que vous l'aviez tous retenu. Merci. On passe au cas 4. Alors le cas 4, c'est un patient qui m'a été envoyé pour une hépatite par son médecin. C'est marqué hépatite, avec thrombopénie. Il avait des transats à 10 fois la normale, une ferritine à 989, des plaquettes basses, 50 000. C'était le motif de l'hospitalisation, de la consultation. Hépatite, thrombopénie, une commercialité dans ses antécédents, et il buvait depuis toujours 2 litres de vin par jour, à peu près, 2 litres et demi de vin. Bon. Il avait un subictaire, une hépatomégalie à 3 travers de doigts. Tout était négatif en termes de sérologie virale, l'échographie le trouve un fois homogène. Il n'avait pas de varices œsophagienne, eu égard à ces 50 000 plaquettes. Et la question que je vous pose à nouveau, c'est est-ce que vous l'aurez biopsié? On résume, dizaines, 2 litres de vin ou d'alcool, une bilirubine à 1,5 N, 50 000 plaquettes. L'aurez-vous biopsié? Qui l'aurait biopsié? Voilà, qui ne l'aurait pas biopsié? Un peu plus ne l'aurait pas biopsié. Mon Dieu, on n'a pas suivi les gens. Hein. Donc en fait, la biopsie était faite pour rechercher l'hépatite alcoolique aiguë, voir un peu l'évolution de la cirrhose et peut-être on va discuter, est-ce qu'il y a des marqueurs pronostiques que la biopsie serait capable de nous donner. Donc voilà la biopsie. Là encore, au Picrocirius, des espaces portes un peu trop volumineux, une fibrose sinusoïdale centrolobulaire, donc une fibrose portale et sinusoïdale. Vous voyez, comme dans la stéatopathie métabolique, hein, dans l'alcool, la fibrose démarre dans le centrolobule, mais pas de septa. Du point de vue sur la coloration standard, vous voyez ici espace porte, pas très inflammatoire. La lésion principale dans le lobule, vous le voyez ici, c'est une stéatose. Quand on grossit, et je vous ai mis ici, il y a, comme on a pu voir tout à l'heure chez la patiente qui avait un syndrome métabolique, il y a quelques hépatocytes qui sont ballonisés. Il y a quelques polynucléaires au contact. On le voit mieux ici avec un hépatocyte franchement volumineux, des Coriolan Mallory, et ce qu'on appelle la satellitose, c'est des petits foyers de polynucléaires autour des hépatocytes ballonisés. Donc on est dans le cadre d'une maladie alcoolique du foie avec une fibrose portale et sinusoïdale sans septa, stéatose modérée et donc foyer de stéatohépatite qui sont tout à fait compatibles donc là avec le diagnostic. Alors, est-ce que la biopsie peut apporter, outre la sévérité, faire le bilan des lésions, est-ce qu'elle peut apporter des éléments en faveur
du pronostic du patient. Il y a ce papier collaboratif qui montre qu'effectivement, la biopsie hépatique, en évaluant un certain nombre de lésions, la fibrose, la présence de cholestase, la présence de foyers inflammatoires à polynucléaires et de mitochondries géantes dans les hépatocytes, et bien en fonction de ce score, vous pouvez déterminer la probabilité de survie à 3 mois. Ça, c'est le résultat de la cohorte test. Il y avait une cohorte de validation dans ce papier. Et vous voyez qu'en fonction de ce fameux score, moins de 3, très bon pronostic. Un score entre 4 et 5, pronostic un peu moins bon. Et quand il y a un score au-delà de 6, eh bien, vous avez un pronostic qui est beaucoup plus péjoratif. Donc on insiste dans l'hépatite alcoolique aiguë sur l'intérêt de la biopsie, surtout dans les formes graves. Et j'ai cru comprendre que pas mal d'hépatite alcoolique aiguë sévère qui avaient été admises dans les essais thérapeutiques corticoïdes étaient pour certaines des cirrhoses décompensées. Donc faire très très attention. Le diagnostic repose sur l'histologie dans la forme sévère. Je rappelle que ce malade avait 50 000 plaquettes au départ et on pouvait se poser la question d'une forme sévère. Et je rappelle que malgré ces 50 000 plaquettes, finalement, il n'avait pas de fibrose extrêmement importante. Donc l'intérêt, c'est un peu là l'intérêt de la biopsie du foie. Alors l'incidence de l'hépatite alcoolique aiguë est pas bien connue. 20% des buveurs excessifs et environ 19% des gens. Et quand j'ai posé la question de savoir quelle est la prévalence de l'hépatite alcoolique aiguë sévère par rapport à la moins sévère, eh ben c'est pas connu. On a très focalisé sur l'hépatite aiguë sévère, celle dont on fait le score de Madrid immédiatement, qu'on met en réa avec des traitements corticoïdes, mais l'autre est relativement fréquente, on la voit en consultation comme chez ce malade. Alors chez ce malade, j'ai essayé de mettre toute ma conviction d'addictologie, que je ne suis pas, pour essayer de l'arrêter de boire. Mais j'ai essayé de lui convaincre qu'il avait au stade de la biopsie, pas une cirrhose, mais qu'il allait la faire s'il continuait. J'ai essayé de lui donner du Selincro en essayant de discuter avec lui. Voilà. Et je l'ai revu à 1 mois. J'étais ravi, car après 1 mois, et après avoir pas mal discuté avec lui, il avait arrêté toute prise de boissons alcoolisées, au moins 1 mois. C'est vraiment des malades qu'il faut suivre très près aux uns. Et puis, si on avait une structure d'addictologie, il les confier à cette structure, qui prend beaucoup de temps, d'énergie. Donc, il avait diminué ses alates. Il avait baissé sa gamma GT, remonté ses plaquettes à 123 000 et une ferritine qui avait diminué. Et c'est un malade que je vois maintenant tous les mois dans l'espoir de tenir ce sevrage qui, normalement, devrait lui permettre d'évoluer de façon favorable. Et même dans l'hépatite alcoolique aiguë sévère, il avait été montré que ce qui est important pour les malades qui vivent à 6 mois de l'hépatite alcoolique, c'est l'abstinence et la réponse initiale au traitement qui donne un faible risque de décès. Donc, obtenir chez ce patient une abstinence est pour lui crucial, c'est dans le chemin. Et je crois que ça illustre aussi l'intérêt de la PBF chez ce type de patient. Vous avez des questions? Oui. Moi, Denis, ce cas, je ne l'aurais pas biopsié, mais je trouve que tu nous caches beaucoup de choses. Ah. Donc voilà, la première chose, si on biopsie ce malade, c'est pour voir s'il a une hépatite alcoolique aiguë plutôt sévère. On sait qu'il a 3 mg de bilirubine. Si on a l'INR, on sait tout de suite s'il a une sévère ou pas sévère. Bon. Hépatite alcoolique aiguë, il en aura une. La deuxième raison de le biopsier, c'est la fibrose, évidemment, parce qu'on suspecte une cirrhose. Donc, moi, là, je regarde l'échotomographie, bien sûr. S'il a des signes de cirrhose, c'est assez évident, des contours nodulaires du foie, je sais qu'il a une cirrhose. S'il n'y a aucun signe de cirrhose à l'écho, cet homme, je vais le biopsier. Certainement parce que je suspecte la possibilité d'une cirrhose. Je ferai quand même aussi la sométrie du foie. Alors, pour répondre aussi, c'est vrai que les tests sont un peu prédictifs quand on est malade alcoolique, est-ce qu'il peut progresser? Valérie a montré ici quelque chose de récent. Je me souviens qu'il y a 30 ans, a été publié la stéatose microvésiculaire, il y en avait d'autres. Mais in fine, chez le malade alcoolique, la seule chose vraiment importante, c'est l'arrêt de l'alcool. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on a besoin de... Juste un mot. L'échographie n'a pas montré de signe parce qu'il est bien évident qu'avant de faire une biopsie, je regarde avec intérêt et attention l'échographie. Et de plus en plus, les radiologues nous disent les contours du foie et le caractère ou non micronodulaire. Ils arrivent maintenant à faire des choses magnifiques à l'échographie.
Le pourquoi j'ai biopsié ce malade par rapport aux malades alcooliques, c'est que j'avais une suspicion d'hépatite alcoolique aiguë, parce que mes malades alcooliques habituels n'ont pas des transaminases à 10 fois la normale. En général, l'alcool donne une petite élévation, prédominant sur la SGOT, qui n'a rien à voir avec cette cytolyse dans une situation d'hépatite aiguë. Et c'est vrai que ces hépatites alcooliques aiguës, dans mon expérience, peuvent partir très mal et arriver à des choses importantes. Et je crois que là, le consensus est ayez un critère histologique. Alors je rappelle aussi que la biopsie hépatique a été faite par voie transjugulaire parce que ce malade avait au moment de la biopsie des plaquettes à 50 000. Voilà. Et il n'avait pas l'évidence d'une cirrhose, au moins j'ai fait compliqué sur la présence de varices œsophagiennes. Pascal, tu voulais dire? Oui, juste une remarque, tu mettais pour tenir l'abstinence, tu l'as mis sur le Célincro. Je voulais juste rappeler qu'on n'a pas l'AMM du Célincro, c'est l'aide à la consommation contrôlée, c'est pas l'abstinence, c'est pas le dossier qui a été déposé. Certes. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, et dans l'AMM, il était contre-indiqué en cas de cirrhose, et grâce aux études, et en particulier les copains d'Amiens, il a été montré qu'il y avait une tolérance parfaite en cas de cirrhose, et que même si on n'arrivait pas à obtenir une abstinence, le Célincro permettait d'améliorer la fonction hépatique de façon spectaculaire. Alors certes, mais je rappelle, merci de le faire remarquer, mais aussi ce patient n'avait pas de cirrhose, et c'était intéressant aussi, une raison supplémentaire finalement d'avoir chez lui la biopsie, parce que j'ai pu finalement utiliser ce Célincro peut-être un peu mais c'est clair qu'un malade me semblait avoir... Enfin, je pose la question aux patients, bien sûr ils sont prêts à arrêter, bien sûr certains ont besoin d'une aide, et c'est pour ça que c'est pour moi un traitement confortable en dehors d'eux. Donc comme on dit, enfin, les cirrhotiques alcooliques en multi-échec, on a essayé de poser l'abstinence. Il ne faut pas hésiter à mettre le Célincro, parce que même une réduction, je pense qu'on aura les papiers dans un mois ou deux, vont montrer une amélioration de la survie. Non, là je suis convaincu de ça, complètement convaincu. Si tu veux, j'ai toujours été convaincu du fait que le moins c'est le mieux, et que si on peut obtenir l'abstinence, et même si ce patient, si j'arrivais finalement à avoir quelques rechutes mais avec quelque chose qui est moins, je pense qu'on gagnerait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut bien sûr assister là-dessus, sûrement. Alors, femme de 46 ans. Excusez-moi, j'avais juste une petite question. Le cas que vous avez présenté, vous confirmez bien, le MAD rate était supérieur à 32? Non, inférieur. Voilà. Non, ça fait partie des hépatiques alcooliques, pas considéré comme sévère au point d'entrer dans le service de réanimation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi je fais aussi de la PBH, et donc c'est vrai que c'est un geste qui est quand même pas complètement anodin, et pour le biopsieur, avoir un hématome, c'est jamais agréable. La deuxième chose, c'est que les HA non sévères évoluent généralement favorablement sans nécessité de traitement. Et puis la troisième chose, c'est que finalement, des cytolyses aussi importantes chez les patients alcooliques, on en voit, elles régressent généralement à 4 à 7 jours en hospitalisation, et on peut se laisser un petit peu de temps. Généralement, au bout de 3 jours, on voit la cytolyse décrocher en hospice. Et moi, ce patient, je ne l'aurais clairement pas biopsié, parce qu'il n'y a pas de raison, et ça ne modifie pas notre stratégie thérapeutique ultérieure. Cher monsieur, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est une différence de pratique. Moi, je travaille en consultation, ce malade était ambulatoire, je l'ai jugé suffisamment actif, je fais mes PBF par voie ambulatoire, j'ai un diagnostic à poser dans la pratique de ma pratique de tous les jours, c'est pas l'hospitalisation, attendre quelques jours, voir comment il va. Et donc, c'est juste simplement, ce qu'on va essayer de voir, c'est il y a des recommandations de dire que quand il y a une suspicion d'hépatite alcoolique aiguë, et la question que je me pose et que j'aimerais bien poser aux spécialistes de l'hépatite alcoolique aiguë, vous savez que la corticothérapie est le traitement de choix. Quelle est la place de la corticothérapie chez des patients comme ce patient, une hépatite alcoolique aiguë prouvée, mais pas forcément dans la sévérité que l'on connaît, parce que le malade avec hépatite alcoolique aiguë sévère, il est quand même beaucoup plus marqué que ça, à la fois en termes de TP, d'encéphalopathie, on voit des malades arriver en situation d'acide, donc il n'avait pas tous ces critères cliniques. Oui, monsieur. Bonjour. Le patient dont on parle de la maladie alcoolique du foie, Denis, il n'avait pas de cirrhose à la PBH où j'ai pas. Non, il n'avait pas de cirrhose. Donc ça c'est OK, première remarque.
Donc c'est vrai que les remarques sur qu'on biopsie, on biopsie pas, en fait, question de pratique, mais c'est vrai que c'était pas une évidence. Avec un tout petit peu de recul, la thrombopénie, c'était peut-être la myélotoxicité directe. Enfin bon, il y avait un certain nombre d'arguments. Et la deuxième chose, c'est que, pour Madame Paradis, l'article que vous avez montré, c'est des facteurs prédictifs histologiques pour des patients qui sont cirrhotiques. C'est bien ça, hein, en fait. Ils n'avaient pas tous une cirrhose. Pas tous une cirrhose, mais ils ont une majoritairement, c'était des hépatopathie patients qui étaient dans le cadre hépatite alcoolique aiguë sur hépatopathie sévère. D'accord. Ok, donc ce n'était pas forcément des critères que l'on pouvait adapter à ce patient. C'est parce que c'était une précision que je voulais avoir. Et petite question supplémentaire, si je pouvais. Sur le cas d'avant, dans les patients, quand on ne biopsie pas, suivant les critères ASL, les cholestases qui sont fortement suspectes d'être des anticorps d'être des CBP, quel est le pourcentage de patients sur le plan anatomopathologique qu'on trouve des hépatites d'interface ou des critères qui peuvent faire penser qu'il y ait un overlap concomitant, enfin tout du moins une hépatite auto-immune? Est-ce que c'est fréquent? C'était ça ma question. De 15 à 20%. Pas forcément fréquent. Mais encore une fois, pour poursuivre votre question, il est vrai que notre stratégie était de ne pas la biopsier tout de suite, de la mettre à l'acide urso. Il est vrai que si au bout de 6 mois, 1 an, la malade n'ayant pas normalisé son bilan, alors là, bien évidemment, indication à biopsie, et c'est ainsi où ça peut se faire pour suspicion d'overlap, et à ce moment-là, de rectifier le tir de la thérapie. Deuxième point, je voulais terminer juste sur l'alcool. Pour moi, l'alcool, c'est un peu comme dans la NASH. Il y a une chose que les patients doivent toucher aussi, sinon toucher du doigt pour essayer d'obtenir avec eux un sevrage ou une réduction, c'est la gravité de leur maladie, le fait qu'ils aient une maladie du foie. Et le fait d'avoir une biopsie, parfois pour moi, avec marqué cirrhose dessus, ça crée pour le patient comme quelque chose qui permet, une alerte, qui permet d'obtenir, tout comme quand un malade fumeur fait un infarctus, d'arrêt du tabac. Donc c'est une aide à l'obtention de ce qui est crucial, c'est l'abstinence la plus complète ou la réduction. Donc on part sur le cas 5, qui est celui d'une femme qui m'a été adressée à la fois pour une cholestase et là, par un collègue hépatogastroentérologue, pour une discordance des tests de fibrose. Parce qu'il lui fait un fibromètre qui est à F0 et il fait un fibroscan à 42. Donc il ne comprend plus. La malade, elle a des gamma-GT à 186 et une phosphatidylcholine à 184, une cholestase nette, pas de cytolyse, aucun facteur de risque, tout négatif, un foie homogène. Et il fait ces 2 marqueurs et il me dit, Denis, penses-tu qu'on doit biopsier cette patiente? Je ne comprends plus. Je fais mes tests, un test, 2 tests, et un test est à F0 et l'autre est un gros F4. Test tout à fait fiable, je ne vous ai pas mis, tout était correct. Donc il me demande de la biopsie en fait. Et vous, est-ce que vous l'aurez fait ou non? Un 3e test, un 4e test? Qu'est-ce que vous auriez fait? L'écho est homogène, foie homogène, rien. Écho, j'ai pas mis l'écho, si, échographie, foie homogène, bien sûr. Ce collègue avait commencé par l'écho, hein, avant toute chose. Oui? Biopsie. Biopsie, qui l'aurait biopsié? Une majorité. Bon, là, effectivement, on a un bilan, une cholestase et pas des résultats discordants pour les marqueurs non invasifs. Puis surtout, on n'a pas de facteur de risque d'hépatopathie chronique. Et donc, on reçoit la biopsie. Vous voyez une architecture strictement normale avec des espaces portes. Ici, on retrouve la triade portale, l'artère, la vénule, le canal biliaire. Pratiquement pas d'éléments inflammatoires. Ici, c'est bien rose, on est dans le foie, mais devait être un peu, on voit un peu de cholestase. Vous devez être attiré par cet aspect un peu rose pâle ici, entre les hépatocytes et l'espace sinusoïdal. Et c'est assez diffus sur tout le lobule. À un plus fort grandissement, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un dépôt et qui entraîne une atrophie des hépatocytes en regard. Et donc, on fait un marquage avec un dépôt, avec la chaîne légère lambda des immunoglobulines, et on a un dépôt diffus sinusoïdal. Donc, on est devant un tableau d'amylose hépatique de type AL. Alors, cette malade n'avait aucun, comme l'a dit, aucun facteur de risque. C'est reparti, il manque un truc. Voilà. Et c'est vrai que dans la suite, j'ai demandé quand même, après avoir fait le diagnostic, dont elle a été confiée à un médecin interniste qui l'a pris en charge. Elle a fait en la suite une atteinte rénale, un syndrome néphrotique. Elle n'avait pas d'atteinte cardiaque.
et au moins qui aurait pu expliquer un fibroscan faux, parce que je vous rappelle qu'une cardiopathie congestive peut donner un fibroscan faux. Par contre, j'ai appris à l'occasion de cette observation, c'est rien à voir, que l'amylose hépatique donne les élasticités hépatiques les plus élevées. Il y a des case reports avec des cas à 75, donc vous sortirez d'ici en sachant que si un jour vous avez une discordance comme ça, vous penserez peut-être à l'amylose. Et surtout, parce qu'il a été dit en jeu, c'est que la biopsie hépatique est controversée en termes d'amylose. Certains l'autorisent, d'autres ont trouvé qu'elle ne devait pas être faite en raison de risque hémorragique ou par voie transjugulaire. Il y a autant de papiers pour que papiers contre, il faut être prudent. Là, on n'avait aucun argument avant la biopsie pour le diagnostic, si ce n'est qu'elle avait une gammapathie monoclonale, mais qui aurait pu faire un diagnostic d'amylose devant une gammapathie monoclonale? En tout cas, elle est prise en charge, elle va bien. Et ça montre aussi l'intérêt de la biopsie, comme je l'avais dit, dans les cas où on ne comprend pas l'étiologie, comme l'a dit Valérie, pas de facteur de risque. On a des anomalies objectives, que ce soit à la biologie, au test indirect, et la biopsie nous permet un diagnostic. On avance. C'était parti avant. On avance. Alors, cas numéro. Quelle question? Alors, je fais passer à côté d'une... Pour la raison qu'elle n'avait aucun symptôme. En général, dans les problèmes de cholestase associés à des maladies biliaires, souvent il y a des symptômes. Là, je n'avais aucun symptôme. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir, je me demande même si le gastro ne l'avait pas fait, parce que c'est fait facilement cet examen. Mais moi, j'ai tendance à réserver cet examen quand il y a des anomalies du bilan hépatique, quand il y a des symptômes. Le plus souvent des symptômes biliaires ou autres, des symptômes. Cette patiente était strictement asymptomatique. Et l'échographie retrouvait un foie homogène sans obstacle sur les voies biliaires et avec une vésicule normale. Donc je n'avais pas d'argument pour une cholangiopathie ou un obstacle. Mais voilà pourquoi je n'ai pas fait. Moi, je fais de bili-IRM assez simplement, c'est un examen simple, quand il y a le moins de symptômes devant une cholestase ou une anomalie du bilan hépatique. On peut avoir des cholangites avec juste une cholestase anictérique. Anictérique sans avoir aucun symptôme jamais. C'est pas la fréquence, mais en termes de, ça fait beaucoup d'années que je fais des pathologies tout venant traditionnelles et en général, si vous voulez, je réserve la bili-IRM, comme je vous l'ai dit, à des symptômes devant des anomalies bio-hépatiques en premier. Pas d'autres questions en avance. Alors, cas numéro 6. C'est un homme de 66 ans que j'ai vu pour une suspicion de cirrhose du foie. Il m'a été adressé parce qu'il avait des varices de grade 1-2, vu par son hépatogastro-entérologue. Il avait un bilan hépatique normal, ferritine normale, un taux de plaquettes normal, un examen physique normal, un IMC correct. Alors, ce gastro lui trouve des varices et lui fait une élasticité hépatique qui est à 7,6. Les tests viraux sont négatifs, les auto-anticorps sont négatifs. L'échographie retrouve un foie micronodulaire cette fois. L'échographiste insiste sur un foie, il me semble, un peu micronodulaire. Et encore là, il y a une discordance entre une suspicion de cirrhose sur les varices, si le foie est malade, et une élasticité hépatique, on va dire, qui n'est absolument pas celle d'une cirrhose du foie. Et là, on revient sur la même question. L'auriez-vous biopsié? Quoi, la moitié? Qui ne l'aurait pas biopsié? Oui, c'est... Moitié. Alors, il y a des signes d'hypertension portale, donc en l'absence a priori de fibrose, et là encore, pas de contexte. Alors la biopsie, vous voyez, très belle carotte biopsie qui avait au moins une douzaine d'espaces portes. Vous voyez que ces espaces portes, on les voit tout à fait bien. Et si c'est nodulaire, en tout cas, c'est pas lié à une cirrhose. Il n'y a pas du tout d'élargissement des espaces portes. Il n'y a pas de fibrose qui mutile le parenchyme hépatique. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a un peu de distension sinusoïdale ici. Ça, c'est la coloration du picrocirrus. Et puis, on voit effectivement qu'il y a une architecture nodulaire à l'échelle du lobule
que l'on retrouve également sur la coloration standard à l'hématéine, encore un espace porte. Il y a la triade portale, une veine nulle portale peut-être un petit peu béante, quelques éléments inflammatoires, de la distension sinusoïdale et puis cet aspect qui est vaguement nodulaire. Il n'y a pas du tout de lésion nécrotico-inflammatoire intraparenchymateuse et encore là dans un autre secteur. Espace porte, ici il y a deux espaces portes qui sont un peu rapprochés, une veine centrale un petit peu dilatée, ces zones de distension sinusoïdale et puis cette architecture vaguement nodulaire. Quand on s'attarde sur les espaces portes, ils ne sont pas strictement normaux. Ils ne sont pas élargis, mais ils ont, pour certains d'entre eux, trop de lumière vasculaire, avec ici une vénule portale de calibre normal, mais vous voyez, il y a une ectasie vasculaire en périphérie de l'espace porte, au contact du parenchyme, et puis là également, une vénule portale ici, et puis des petites ectasies vasculaires qui évoquent une pathologie du trouble de la perfusion portale. Donc devant cette biopsie, on a posé le diagnostic d'une hyperplasie nodulaire régénérative. Il y avait des lésions de distension sinusoïdale. Vous avez vu ces foyers régénératifs qui étaient nodulaires dans certains secteurs, et puis des anomalies portales qui pouvaient peut-être évoquer ou entrer dans le cadre de vénopathie portale oblitérante. Alors, à chaque fois, vous verrez des anomalies du bilan hépatique, une hypertension portale avec un fibroscan bas. Il faut penser à l'hyperplasie nodulaire focale parce que c'est un peu régénératif. Et je fais toujours un lapsus avec ces deux maladies. Hyperplasie nodulaire régénérative, car c'est vraiment là où on retrouve ce type de discordance. Donc l'hypertension portale qui fait tout le problème de ces maladies, puisqu'en général, c'est l'hypertension portale qui en fait le pronostic. On peut avoir, ce patient précisément a fait par la suite une rupture de varices œsophagienne, il a été ligaturé par le médecin qui me l'a confié, et puis il va très bien, mais on n'a pas trouvé de cause à sa pathologie, il n'avait pas d'état pré-thrombotique, il n'avait pas d'exposition à des toxiques ou des médicaments, pas de maladie système, c'est donc une hyperplasie nodulaire régénérative. Et encore là, une fois, et avant vos questions, l'intérêt d'une biopsie, finalement, de façon raisonnée, quand on a tout fait, qu'on n'a pas compris qu'il existe soit une pathologie d'hypertension portale, des anomalies du bilan hépatique non expliquées, en absence de facteurs de risque, souvent la biopsie hépatique permet d'amener la solution. Et en matière d'hyperplasie nodulaire régénérative, je crois que c'est le seul examen qui permet à peu près un diagnostic formel d'hyperplasie nodulaire régénérative. Donc je crois que vous serez d'accord avec moi. Donc là, vraiment, peut-être le message, on peut discuter dans certains cas à peu près évidents de la pratique ou non du biopsie, mais la biopsie hépatique n'apparaît comme pas mode dans ces pathologies où on n'a pas de diagnostic alors qu'on a des éléments qui nous permettent de définir une pathologie hépatique. Des questions ? Non, là, la biopsie hépatique, le malade n'avait aucun trouble de la coagulation et la biopsie a été faite par voie transpariétale. Parce qu'alors l'intérêt, ça aurait été de faire une mesure des pressions sous-hépatiques pour voir s'il n'y avait pas justement une hypertension portale en absence de cirrhose. Oui, là, absolument. Mais là, la biopsie a été faite par voie transpariétale, le malade n'ayant aucun signe, trouble de coagulation. Il est vrai que pour la plupart de mes biopsies en dehors de troubles de la coagulation, je fais les biopsies par voie transpariétale. Et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu l'habitude, et merci d'eux, de faire ces mesures de pression que l'on faisait auparavant, mais ça peut être extrêmement utile. Par contre, à Beaujon, il aurait une biopsie par voie transjugulaire. Voilà, oui, à Beaujon. Pas d'autres questions ? Alors, on attaque l'avant-dernier cas. Alors, ça, c'est un patient de 27 ans qui m'était adressé pour antigène HBS positif. Et alors, c'est récent, c'est en janvier 2017. Et tous ces cas sont des cas de ma pratique dans les moins de 2 ans. Les cas sélectionnés de ma pratique. Des transaminases qui sont à environ 8 fois la normale, une gamma-GT à 241, une ferritine à 10. L'antigène HBS qui est mesuré positif à 1766 unités, un antigène HBE négatif, donc une hépatite virale B, antigène HBS plus un virus B mutant. Antidelta négatif, une charge virale à 534 000, un foie homogène. Et la question est,
devant une hépatite chronique B active à virus B mutant avec des transaminases à 8 fois la normale, un ADN viral conséquent à 534 000 unités. L'auriez-vous biopsié? Qui l'aurait biopsié? Ça dépend du pays. Oui. OK. Qui ne l'aurait pas biopsié? Il y en a qui ne se prononcent pas. Hein. Il y a à peu près... Il y en a qui ne se prononcent pas. Donc, il a été biopsié, effectivement, et essentiellement bilan de sévérité de l'hépatopathie. Vous voyez encore ici. Donc là, on a une biopsie fragmentée avec un grand nombre de prélèvements, certains un peu plus volumineux, et vous voyez que en périphérie de certains fragments, on voit une fibrose qui est extensive avec des septa. C'est une hépatopathie qui est très inflammatoire. Ici, dans un espace porte et bande fibreuse, vous voyez un infiltrat riche en lymphocytes, assez dense, avec des foyers de dislocation de la lame bordante dans plusieurs secteurs, donc des lésions d'hépatite d'interface. Et puis également, dans le lobule, on avait une inflammation qui était tout à fait marquée, avec donc des signes d'hépatite lobulaire. Donc le diagnostic était celui d'une hépatopathie chronique virale B, avec un stade métavir A3F3 chez ce patient. Alors, ceux qui l'auraient biopsié ont eu raison selon les recommandations de l'EASL 2009, qui nous recommandait, quand les malades avaient un ADN viral supérieur à 2000 et des ALAT supérieurs à N, quel que soit le statut antigène HBE comme ce malade, de le biopsier pour le traiter, n'admettre au traitement que les malades qui étaient supérieurs ou égal à 1,1, supérieurs ou égal à F1. Ça, c'était clair. Ça, c'était 2009. 2012 va un peu tempérer ça en disant, oui, traiter les malades sur les mêmes critères d'inflammation et de fibrose quand ils ont des transaminases de plus de la normale et un ADN de plus de 2000, mais les malades qui sont à l'évidence actifs avec des ALAT à plus de 2 fois la normale comme ce patient et ou un sérum HBV-DNA à plus de 20 000, vous pouvez commencer le traitement sans biopsie. Et alors, il rajoute après, à condition d'avoir un marqueur indirect. Surtout, faites bien un marqueur indirect de base pour savoir l'histoire. Mais le problème des marqueurs indirects dans cette pathologie, c'est la première dans laquelle on a insisté. Et finalement aussi, c'est un peu les messages de cet atelier, c'est que tout est valide, rien n'est invalide. Mais il faut prendre l'ensemble des marqueurs et les regarder dans leur grandeur et leur petitesse et leur dimension et leur fou. Alors là, c'est la première, c'est dans l'hépatite B qu'on a lancé l'alerte de savoir que le taux d'ALAT pouvait fausser le fibroscan. Et ici, vous voyez que pour les malades qui ont des ALAT normales, les seuils sont de 12 et qu'on on augmente le seuil pour les malades qui ont des ALAT en 1 fois et 5 fois la normale. Et plus le taux d'ALAT monte et plus le seuil est allongé. Et donc, avec des extrêmes qui sont relativement larges, notamment pour le F4. Donc, c'est compliqué de se faire une idée avec ces marqueurs indirects. Il est vrai que ce patient avait besoin d'un traitement, il a eu son traitement et traité un malade sur des critères histologiques précis. Et pour moi, quelque chose d'important pour un traitement à vie, pour un traitement extrêmement prolongé qu'on ne peut pas arrêter. C'est la raison pour laquelle il a eu une biopsie dans la recommandation que je vous montre. Il est vrai qu'on aurait pu aussi ne pas le biopsier, le traiter, faire un marqueur indirect de qualité et l'interpréter en fonction de sa cytolyse à 8N, comme ça. Des questions? C'est épuisé. Vous voulez alors terminer sur le dernier cas qu'on a laissé pour... alors là, c'est un cas qu'on a eu très fréquemment. Alors, c'est en mars 2010. Hein, c'est un cas qui remonte à 7 ans. C'est un malade qui m'a été adressé pour une hépatite chronique virale C avec des ALAT que vous voyez ici, des plaquettes normales, un usage de drogue en 89 arrêté. C'était de génotype 1A, il avait une charge virale documentée. Et là encore, j'ai commencé bien évidemment par des marqueurs indirects. Il a eu, par mes soins, une élasticité hépatique qui était à 4,2, donc à F0, F0F1. Et un fibrotest à F4, sans argument pour un faux
fibrotest dans le sens où il n'avait pas dicté, il n'avait pas d'élévation labyrine, il ne prenait pas de médicaments. Et en plus, à l'époque, il avait été impliqué dans un travail de comparaison fibroscan-fibrotest. Donc c'était comme ça, il avait 2 mesures. Et voilà ces mesures. Hépatite chronique B documentée, C, de génotype 1A, avec une grande discordance des marqueurs indirects. L'aurez-vous biopsié? Qui l'aurait biopsié? Ah, une majorité. Voilà. En 2010. Alors maintenant, en 2017. Non. Ça ne change pas. Oui. Ça ne change pas depuis pas longtemps. Alors, la seule chose, certes, mais moi j'ai vu arriver un malade paniqué à ma consultation en me disant, docteur, vous m'avez dit que mon fibroscan était comme ça, j'ai une cirrhose, où est la vérité? Je ne peux pas vivre avec ça, il me faut une certitude. Donc ça, et il nous aurait dit la même chose en 2017. Donc attention, quand vous répétez les marqueurs, attendez-vous. Et ça, on l'a fait dans ces années de priorisation pour essayer de trouver le marqueur le plus grave pour nous permettant d'inclure nos malades dans les traitements. Et je peux vous dire que dans mon expérience, j'ai eu des discordances dans plus de 50% des cas entre les 3 tests, quand on considère la biopsie, le fibrotest, le fibroscan. Donc voilà, j'ai un malade qui n'avait aucun critère de faux, que ce soit du fibrotest ou du fibroscan. Donc on vous a suivi. Hein. Donc il a été biopsié et puis ben voilà, vous voyez, vous allez pouvoir le voir tout seul. Hein, il y a une architecture qui est strictement normale. Il n'a pas du tout une cirrhose. Il a des espaces portes, certains un petit peu élargis, mais en tout cas une architecture lobulaire tout à fait respecté. Alors, il est un peu inflammatoire dans les espaces portes, mais la lame bordante est peu disloquée, donc une inflammation qui est portale peu active et de rares petits foyers inflammatoires dans le lobule sans corps apoptotique. Donc, une hépatopathie chronique virale C avec un score métavir de A1F1. Alors, juste pour vous dire, à la suite de ça, à l'époque où le traitement a été recommandé chez tous les patients, bien évidemment, ce patient est venu désireux d'un traitement. Donc, il a été traité de 2010 à 2011 par le traitement disponible de l'époque, en l'occurrence PEG interféron ribavirine. 12 mois, il a rechuté. Il est revenu en 2012. C'était le moment où venaient d'être commercialisées les premières antiprotéases. Toujours très désireux d'un traitement. Et je lui ai donc redonné un traitement qui était fait de Victrelis, PEG interféron ribavirine 12 mois, là encore, rechute. Et quand il est revenu me voir en 2014 ou 2015, et là, je lui ai dit, mais mon Dieu, rappelez-moi, il y avait une discordance des tests. Il me dit oui. Je dis, mais c'est magnifique. On refait un fibrotest. Le fibrotest était F4. Par chance, j'ai pu donc l'envoyer immédiatement à RCP hépatite pour une hépatite chronique virale C grave. Il a eu l'accord de la RCP pour un traitement par Harvoni, il a guéri. Alors attendez, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fait de biopsie. Et j'ai pas voulu faire de biopsie, toujours est-il. Pardon ? Mais attendez, non seulement je n'allais pas le voir, mais vous allez voir plus loin que la recommandation a été quand même claire. En cas de discordance de test, de faire valoir le test le plus grave, c'est une recommandation de l'AFEF. Moi, je peux vous dire comme ça des dossiers, j'en ai des kilos. Moi, ce qui me concerne, moi, je suis pas devant. La loi était comme ça. La loi, c'est un marqueur qui montre un F3, un marqueur. On ne nous a pas demandé 2, 3, 4. Mais je peux vous dire que ce patient avait quand même eu, et ça, moi, je militais beaucoup pour ces patients qu'on a oubliés. C'est les malades qui étaient F0, F1, qui avaient été traités et qui se voyaient refuser le traitement au sens de la priorisation, pas tant les autres. Ils ne comprenaient plus, ce malade ne comprenait pas. Et si j'avais lui dire, monsieur, vous attendez la libéralisation 2017, bon, et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir ça. Alors, juste pour vous dire quand même, parce que, bien sûr, la biopsie hépatique n'est plus recommandée en cas d'hépatite virale C, parce que vous avez souligné qu'on peut maintenant guérir tout le monde, et point sans faux, d'avoir une biopsie. Mais qu'en cas de discordance des tests, le résultat interprétable le plus sévère doit être pris en compte. Comme chez ce patient, c'est une recommandation de l'AFEF. Alors, une autre chose quand même maintenant. Ce patient, je l'ai traité, je l'ai guéri. Il est jeune, il n'a aucun facteur de risque de comorbidité. La recommandation maintenant impose que je le suive tous les 6 mois, si on croit ce test, sur des échographies. Tous les 6 mois. Et ça, je voulais juste rebondir, tout comme je l'ai fait en séance plénière, sur la recommandation aujourd'hui de suivre le F3, F4 sur des échographies tous les 6 mois pour le risque résiduel en dehors de comorbidité. C'est un vrai problème, parce que ça fait beaucoup de patients, surtout sur des tests qui ne sont pas toujours très fiables. Je parle des marqueurs indirects.
Donc, ça crée un vrai problème. Et pour moi, ce patient, je vous pose la question, est-ce que vous lui ferez une échographie tous les 6 mois? Il a une fibre, il n'a pas de fibre. Alors, c'est un discordance test, j'avais compris dans les recommandations de la FED, c'est faire un autre type de test indirect. Mais jusqu'alors, un test indirect, lui, il avait FibroScan, FibroTest, je me suis arrêté là. Je rappelle aussi une chose quand même, là, juste, c'est bien de le remarquer, ça c'est pour l'hépatite C, où c'est un petit peu à la nomenclature, mais en dehors de l'hépatite C, aucun des tests indirects, à ma connaissance aujourd'hui, n'est à la nomenclature. Hein. C'est juste pour l'hépatite C en suivi. Non, mais j'ai pas, mais moi, dans ma conviction, il était bien évidemment F1, et c'est pour ça que j'avais une biopsie de qualité, avec une merveilleuse anapathe, tout comme un anapathe, et j'étais sûr que ce patient, je vais pas lui faire des échographies, il faut rester raisonnable, et je laisse la conclusion. Non. Bon, donc, remarquez, vous, la biopsie n'est pas morte, c'est bien que ce soit un anapathe qui dise ça. Alors, par contre, on a bien vu que les indications ont évolué. Elles restent indiquées en cas d'hépatite alcoolique aiguë, on a vu que ça a un peu discuté dans la salle. Pour le diagnostic des maladies auto-immunes du foie et des voies biliaires, vous êtes tout à fait en phase avec ça. Pour l'exploration des anomalies biologiques inexpliquées du foie, bien entendu, et un sujet qu'on n'a pas du tout abordé ici, ce n'était pas le lieu, c'est le suivi des transplantés hépatiques. Alors, les marqueurs non invasifs, vous avez les marqueurs sériques qui peuvent évaluer l'activité et la fibrose. Les marqueurs physiques qui, eux, évaluent la fibrose sont bien entendu des alternatives à la biopsie. Denis l'a dit, sont performants pour le diagnostic de cirrhose et pour le diagnostic de foie sans fibrose F0, F1, ne permettent bien entendu pas de définir l'étiologie de l'hépatopathie, sont très utiles dans le suivi et que la biopsie reste recommandée en cas de discordance. Et nous vous remercions.